Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire accompagné de Laurent. Donc, on fait notre rentrée avec une matinée dédiée sur la première heure à la micro-entreprise et sur la seconde heure sur les sociétés, les entreprises individuelles. Donc déjà, désolée pour ces 5 minutes de retard et merci à Laurent d'avoir un petit peu meublé sur le chat. J'ai eu un petit problème technique. Laurent, je vais te laisser prendre la parole, on ne va pas prendre de retard et commencer à te présenter et animer cet atelier. Moi, je reviens à la fin de la session pour la partie questions-réponses. Merci beaucoup, Laurent. Je te laisse la parole et bonjour à tous. Merci Fanny, bonjour à tous. Ouais, ça aurait pas été drôle une rentrée sans un problème technique, hein, forcément. Mais on est là et on va passer 2 heures ensemble à peu près sur les statuts juridiques, donc en deux parties, comme l'a dit Fanny. Une première partie sur la micro-entreprise et une deuxième partie sur les statuts société. Et on va essayer de voir ça avec une grille de lecture assez simple, à savoir on va dissocier l'aspect juridique, donc où commence et où s'arrête ma responsabilité au sein de mon entreprise. Une deuxième grille de lecture sur la partie fiscale, en termes d'imposition, quel impôt j'aurai à payer, selon quelle modalité, quel taux. Et puis la partie sociale, donc là, en fonction de la forme juridique, à quelle caisse sociale je vais être rattaché et combien de charges sociales j'aurai à payer. En gros. Donc je vais essayer de rabâcher ça sur les 2 heures pour que ça soit le plus fluide et le plus facile dans la compréhension des statuts juridiques. Alors, le but, c'est que ce soit un webinaire interactif. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. On y reviendra en fin avec Fanny. Et donc, pour ce faire, vous avez un onglet questions dédié spécifiquement à vos questions. Donc, vous utilisez là le chat pour la plupart. Mais voilà, juste à côté, il y a un petit onglet à droite, questions. Et donc, voilà, pensez bien à utiliser cet onglet-là. Nous, ça nous aide après derrière avec Fanny pour nous y retrouver. Parce que sur chat, parfois, vous allez échanger entre vous et faire votre vie. Mais sur l'onglet questions, comme ça, on a directement les bonnes, le bon texte, les bonnes questions en fait que vous vous posez, voilà, tout simplement. Donc, après ce petit passage introductif, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire qui je suis, me présenter. Donc moi, c'est Laurent et je travaille pour le cabinet Number. Donc Number, on est des cabinets d'expertise comptable spécialisés dans l'accompagnement des indépendants, voilà, des freelances. On a cette spécificité qui est de n'accompagner que des activités de conseil d'entreprise. Et on est présent partout en France. Donc, moi, je suis dans la vignette en haut à droite avec la moustache. J'ai un peu changé de style depuis. Donc, ça, c'est l'équipe parisienne. Et vous voyez à peu près toutes les autres équipes en France sur les différentes vignettes. Parce qu'on est présent voilà, dans les grosses métropoles françaises. Et je vous parlerai un peu plus en détail de notre modèle d'accompagnement pour vous donner un peu plus de billes si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on est spécialisé dans la création d'entreprises, dans le suivi et l'accompagnement des créateurs d'entreprises. On en fait pratiquement 3500 par an. Du coup, on suit maintenant un peu plus de 25 000 entrepreneurs. Voilà, les entrepreneurs représentent 70% de nos clients. Donc, ça fait partie de notre cœur de métier et d'où le webinaire d'aujourd'hui sur les statuts juridiques. Alors, cette présentation étant faite, on va rentrer dans le vif du sujet concernant la micro-entreprise. Donc, pour reprendre la grille de lecture, on va parler d'abord de l'aspect juridique. En micro-entreprise, je suis en personne physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre moi et mon entreprise. Donc, mon patrimoine personnel est engagé. Hors résidence principale. Ma résidence principale, on peut pas la prendre. Mais potentiellement, si vous avez des dettes vis-à-vis de tiers, on peut venir vous saisir vos biens personnels pour payer les différents fournisseurs. Donc voilà, ça c'est l'aspect juridique en micro-entreprise. Après, sur le plan administratif, l'avantage de la micro, c'est que c'est assez simple à gérer puisque tout se fait en ligne et gratuitement. La création de la micro se fait en ligne, gratuitement. C'est assez simple à faire. Vous devez sélectionner votre code APE, rentrer les informations
voilà, vos informations personnelles, mais ça se fait assez rapidement et gratuitement. La fermeture, pareil. Si vous devez fermer votre micro-entreprise, c'est sur le même portail et c'est gratuit. Ensuite, sur le plan déclaratif, 2 choses à savoir. Première chose, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires encaissé de façon mensuelle ou trimestrielle selon l'option déclarative que vous aurez choisie. Donc là aussi, vous avez un portail dédié, auto-entrepreneur/URSSAF. Vous vous renseignez tous les mois le chiffre d'affaires et à la suite de ça, ou tous les trimestres, et à la suite de ça, vous aurez à payer vos cotisations sociales. Et autre point concernant l'aspect déclaratif, en micro-entreprise de droit, au moment de la création, vous serez en franchise de TVA. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être en franchise de TVA? C'est tout simplement le fait de ne pas avoir à facturer de la TVA sur ces factures et donc ne pas avoir à déclarer de la TVA et la reverser aux impôts derrière. Sauf qu'on le verra tout à l'heure, bon, cette franchise de TVA ne dure qu'un temps. Il y a un seuil de chiffre d'affaires limite à ne pas dépasser pour rester en franchise. Mais voilà, c'est une autre simplicité que vous avez grâce au statut de micro, c'est que voilà, tant que vous êtes en dessous du seuil de franchise, pas de déclaration de TVA à faire, pas de TVA à renseigner sur vos factures clients. Donc, c'est ce qui me fait dire que la micro-entreprise est peut-être le statut le plus simple. Voilà, quand on souhaite démarrer, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire et on peut très bien le faire en autonomie. C'est normalement assez facile à suivre. Cependant, pour rester sur le statut de micro-entreprise et bénéficier des différents avantages, il y a un seuil de chiffre d'affaires à respecter. Ce seuil va être différent selon votre activité, mais si vous faites du conseil à entreprise, le seuil est à 72 500 €. Donc là, on parle de chiffre d'affaires hors taxes encaissées. Pour vous donner les différentes nuances, ce n'est pas la facturation qui va compter, mais c'est vraiment l'encaissement et le montant hors taxe, puisqu'on le verra tout à l'heure, à partir d'un certain seuil, on sort de la TVA, donc on a cette problématique du hors taxe et du TTC. Donc voilà, c'est le montant hors taxe encaissé qui compte. Et donc voilà, 72 500 €, on a le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on peut dépasser une année. Le tout, c'est de ne pas dépasser 2 années successivement le seuil. Donc, mettons, première année, je fais 80 000 € de chiffre d'affaires. Mais la deuxième année, je reste en micro. Par contre, deuxième année, si je redépasse mes 72 500, au 1er janvier de la troisième année, je finis la micro et je bascule en entreprise individuelle aux frais réels, qui est le format voilà, qui nous est imposé par l'administration, par les impôts. Et je vous définirai ça tout à l'heure de façon assez simple. Donc voilà, ça c'est la première chose, le seuil de chiffre d'affaires. Et la petite subtilité, pour la première année d'activité, le seuil est proratisé. C'est-à-dire que si je débute mon activité au 1er juillet, au lieu d'être sur un seuil de 72 500 €, on sera sur un seuil de 36 250 €. En gros, on ramène le seuil de 72 500 sur la fin de l'année civile. Donc là, à 6 mois, 1er janvier au 31 décembre. Voilà, on ramène les 72 500 sur 6 mois. Donc, qu'à diviser par 2 le seuil de 72 500. Voilà, ça c'est la petite subtilité pour votre première année d'activité. Maintenant, on va définir la micro-entreprise sur l'aspect social et l'aspect fiscal. Donc, sur l'aspect social, en micro, vous serez rattaché à la sécurité sociale des indépendants. Vous aurez un statut de travailleur non salarié. Et donc, en tant que travailleur non salarié, vous avez un taux de charge sociale qui est plutôt réduit. Et bon, là aussi, qui dépend de votre nature d'activité. Si vous êtes sur une activité de prestation de services, par exemple, du conseil à l'entreprise, le taux de charge sociale va être de 22%. Pour les activités de commerce, restauration, on sera sur un taux de 12,8%. Et donc, ces 22%, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est assez simple, vous allez les payer à la suite des déclarations que vous aurez faites sur le portail de l'auto-entrepreneur, soit tous les mois, soit tous les trimestres. Autre point important, vous avez la possibilité
potentiellement, si vous rentrez dans les critères, de bénéficier d'une exonération partielle de charges sociales votre première année d'activité. Donc, ce dispositif s'appelle l'ACRE. Alors, l'ACRE n'est pas donné à tout le monde. Il faut remplir certains critères. Alors, je vais vous trouver peut-être le lien vers la notice d'ACRE. Vous avez les différents critères. Pour vous en donner quelques-uns les plus utilisés. Le fait d'être demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable vous permet de demander l'ACRE. Si vous avez moins de 25 ans également, vous pouvez demander l'ACRE. Alors, hop, je vous ai trouvé le lien vers le site du service public, donc officiel. Je vous le mets dans le chat. Donc là, vous avez tout. Vous avez les différentes possibilités pour obtenir l'ACRE et vous avez aussi un lien, il me semble, vers le formulaire de demande d'ACRE. Puisque en micro-entreprise, vous devez, en plus de la création sur le portail, vous devez envoyer un CERFA spécifique pour votre ACRE. Si vous remplissez un des critères que vous trouverez là sur le lien d'information. Et donc, l'ACRE, c'est un avantage certain puisque ça vous permet en gros de diviser par 2 votre taux de cotisation. Au lieu de payer 22%, vous payez 11%. Puis si vous êtes sur les activités de commerce-restauration, au lieu de payer 12,8, vous êtes à 6,4. Donc, c'est pas anodin. Et dernière subtilité sur l'ACRE, même si vous êtes dans les critères et que vous bénéficiez de l'ACRE, attention, il y a un seuil au-delà duquel vous ne pourrez plus bénéficier de l'ACRE. Donc, on vous a mis les seuils sur la slide. Donc, c'est 60 400 € pour les activités de prestat de service et 80 048 € pour les activités de commerce-restauration. Ensuite, donc ça, c'est sur la partie sociale. Peut-être pour compléter ce qui n'est pas écrit sur la slide. Voilà, certes, le taux de cotisation est plutôt faible, mais attention, vous n'allez pas cotiser pour tout quand vous serez à la sécurité sociale des indépendants en tant que micro-entrepreneur. Et pour être plus précis, vous n'allez pas cotiser pour la partie retraite complémentaire. Petit focus sur la retraite, peut-être. Comment ça fonctionne? En gros, ça fonctionne en 2 parties. Il y a une partie retraite de base, une partie retraite complémentaire. Retraite de base, c'est le fait de valider vos trimestres de retraite pour partir au taux plein. Ça, en micro-entreprise, si vous avez les revenus nécessaires, donc c'est un peu plus de 7 000 €, non, 8 000 €. Donc ça, si vous avez ces 8 000 € de CA, bon, pas de souci, vous validez. Par contre, la partie retraite complémentaire, en fait, vous permet d'obtenir des points auprès de la sécurité sociale des indépendants, normalement, qui va augmenter votre niveau de retraite par rapport à ce que vous aurez juste sur la partie retraite de base qui est plafonnée. La retraite de base, c'est en gros les 25 meilleures années sur lesquelles on applique un coefficient de 0,5 et c'est ce coefficient de 0,5 est lui-même coefficienté par rapport au trimestre que vous aurez validé. Et ce calcul-là est plafonné, c'est-à-dire que sur la retraite de base, vous ne pourrez pas toucher plus de 1 700 €. Voilà. Et donc, pour aller au-delà de cette retraite de base, il y a le système de retraite complémentaire. Et en micro-entreprise, vous ne cotisez pas pour les points de retraite complémentaire. Donc, c'est ce qui explique aussi ce taux de charge sociale qui est plutôt réduit. Alors qu'on le verra tout à l'heure sur les formats sociétés, notamment le format de URL, vous serez aussi à la sécurité sociale des indépendants. Là, vous allez cotiser pour la retraite complémentaire. Mais le taux de cotisation sera un peu plus élevé. Donc voilà, c'est peut-être un des points importants à souligner sur la partie sociale en micro. Certes, c'est pas cher, mais derrière, la couverture sociale n'est pas complète sur la partie retraite. Donc voilà, ça c'est pour la partie sociale. Maintenant, sur la partie imposition. Donc, sur l'aspect fiscal, vous allez être imposé à l'impôt sur le revenu. Mais sur quelle base? Alors, ça va être sur la base du chiffre d'affaires après un abattement.
L'abattement est là aussi fonction de votre activité. C'est 34% pour les activités de prestation de services. C'est 71% d'abattement pour les activités de commerce-restauration. Donc, peut-être pour vous donner un exemple, qu'est-ce que ça veut dire abattement? Comme ça, c'est pas forcément clair. Donc, en gros, imaginons une situation, vous êtes micro-entrepreneur, vous avez eu pour 100 000 euros de chiffre d'affaires. « 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je vais être imposé non pas sur les 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais sur les 100 000 euros moins les 34%, donc sur 6 600 euros. Donc, les 6 600 euros vont subir derrière les taux du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Voilà, c'est ça que ça veut dire abattement. C'est que au lieu d'être imposé sur la totalité du chiffre d'affaires, on a un montant forfaitaire qui vient baisser la base imposable. Et alors, comment il faut appréhender ces 34% d'abattement? En fait, l'abattement, c'est un abattement forfaitaire pour charge. En micro-entreprise, on l'a vu, tout est très simple. Il n'y a pas besoin de tenir une comptabilité parce que vous n'aurez pas à déduire vos charges au réel. Donc, l'achat de l'ordinateur, vos frais de déplacement, voilà, tous les frais liés à votre activité ne vont pas venir impacter la base imposable derrière. Et donc, c'est cet abattement forfaitaire qui joue ce rôle-là de charge de frais. Donc, dans les 34% d'abattement, pour les comprendre, peut-être qu'on peut dissocier deux choses. Dans les 34% d'abattement, il y a 22% de ces 34% d'abattement qui viennent neutraliser les charges sociales que vous payez. Et donc, le reste, les 12% restants, c'est fait pour neutraliser les frais liés à votre activité hors charge sociale. Donc, souvent on a la question, quand est-ce que je sais que la micro-entreprise est plus adaptée pour moi qu'un format société ou d'entreprise individuelle où je vais pouvoir déduire mes frais au réel? Mais en fait, c'est ça qu'il va falloir appréhender, c'est le niveau de charge. Est-ce que j'ai plus de 12% de frais ou non? Est-ce que mes frais représentent plus de 12% de mon chiffre d'affaires ou non? C'est une des questions à se poser pour savoir si la micro est plus adaptée ou non dans ma situation. D'ailleurs, on organise, il me semble, la semaine prochaine un webinaire sur les frais déductibles. Ce sera mes confrères de l'expertcomptable.com qui feront ça. Donc voilà, si vous êtes intéressé sur la question des frais pour optimiser les différents frais tout en restant dans la légalité, on vous donnera tous les bons tuyaux, les bons tips sur ce webinaire. Enfin bref, tout ça pour vous dire que voilà, les 34%, pour mieux les comprendre, peut-être regardez, il y a 22% qui neutralisent les charges sociales payées, donc le reste, 12%, les frais. Et donc, c'est une des questions à se poser, 12% de frais, est-ce que j'ai plus, est-ce que j'ai moins? Et si vous avez plus potentiellement, peut-être s'orienter vers d'autres formes d'entreprise. Donc, ce système d'abattement, avec derrière le taux du barème progressif qui s'applique, c'est le régime de droit que vous aurez en tant que micro-entrepreneur. Il y a possibilité sur option d'être imposé sur le système de prélèvement libératoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le prélèvement libératoire? En fait, c'est le fait de payer un montant fixe d'impôt mais qui est libératoire. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé ça, vous aurez payé tout ce que vous aurez à payer en termes d'impôt sur le revenu, sur vos revenus micro-entrepreneurs. Et donc, pour des activités de conseil d'entreprise, c'est très simple. On prend le chiffre d'affaires, on applique le taux de 2,2%. Et une fois que vous avez payé ces 2,2%, mais en fait, vous n'avez plus d'impôt sur le revenu à payer. Vous aurez payé tout ce que vous aurez à payer en termes d'impôt. Alors, concrètement, ces 2,2% vont s'ajouter aux charges sociales que vous allez payer tous les mois ou tous les trimestres. Donc, quand vous allez déclarer votre CA, vous payez les 22% plus 2,2% liés à l'impôt sur le revenu. Et tout ça est payé directement à l'URSSAF. Et après, l'URSSAF, pour les 2,2%, on fait le pont avec les impôts. Donc voilà, ça peut être super avantageux. 2,2%,
c'est pas énorme, hein. Donc, forcément, les impôts ont mis un garde-fou. En fait, ce système de prélèvement libératoire a été créé pour les revenus plutôt modestes. Et donc, le critère fixé par l'administration fiscale, c'est de ne pas dépasser un revenu fiscal de référence N-2. Donc N-2, si on se place en 2021, ce serait le revenu fiscal de référence 2019. Et donc celui-ci ne doit pas excéder à peu près 27 000 euros, et ça c'est pour une part, voilà, si on est célibataire. Après, si vous êtes deux, par exemple, sur le foyer fiscal, il faut multiplier par deux ce seuil-là. Voilà. En fait, il faut multiplier par le coefficient fiscal du foyer. Ce seuil, voilà, pour connaître pour votre situation perso. Mais donc voilà, malheureusement, c'est pas destiné à tout le monde. Donc très souvent, ceux qui peuvent avoir le prélèvement libératoire, ça va être les étudiants. Là, j'ai été étudiant avant, j'avais pas forcément beaucoup de revenus, et donc je décide de me lancer en micro-entrepreneur. Vu que ça remonte à N-2, voilà, souvent on peut jouer sur le prélèvement libératoire sur 2 ans, quoi. Ça peut être intéressant. Alors peut-être que certains qui sont présents avec nous ce matin sont déjà en micro-entreprise, sont déjà au prélèvement libératoire et ne connaissaient pas le seuil de prélèvement libératoire et sont au-dessus. Donc ça c'est possible parce que les impôts sont pas forcément proactifs sur la question et donc c'est à vous de faire les démarches pour sortir du prélèvement libératoire. Et je vous conseille de le faire, de pas jouer l'autruche en se disant ok, j'ai rien fait, les impôts n'ont pas vu, bon, on va faire jusqu'au bout le temps que les impôts fassent leur boulot. Voilà, c'est pas la bonne solution. Moi, je vous conseille de faire les démarches par vous-même et d'abandonner le prélèvement libératoire si vous savez que vous êtes au-dessus du seuil. Donc voilà, parenthèse fermée concernant le prélèvement libératoire. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair. Là, on a défini la micro sous l'angle social, l'angle fiscal. Maintenant, on va voir les conséquences d'un dépassement de seuil. Et on va dissocier 2 seuils. Le seuil de TVA et le seuil qui permet de garder le micro social et le micro fiscal qu'on vient juste de définir. Alors, peut-être on va commencer d'abord par la sauvegarde du micro-fiscal et micro-social. Donc, pour rester sur ces 2 régimes-là, le seuil à ne pas dépasser, c'est le seuil qu'on a vu en tout début. C'est le seuil de 72 500 euros. Et donc, on l'a vu, on peut dépasser 1 an. Le tout, c'est de ne pas dépasser 2 années successivement. Si je dépasse 2 années successivement, mais au 1er janvier de la 3e année, je bascule en entreprise individuelle aux frais réels. Donc là, fini l'abattement forfaitaire, on va devoir déduire ces charges au réel. Et à la fin, on sera imposé sur ce qui va nous rester, chiffre d'affaires moins charge, donc sur le bénéfice. Et donc c'est là-dessus qu'on aura l'impôt sur le revenu qui s'appliquera et également sur l'aspect social. C'est là qu'on aura à payer c'est sur ça qu'on aura à payer nos charges sociales. On a une slide dédiée tout à l'heure. Je vous l'expliquerai. Donc voilà, ça c'est pour la sauvegarde du micro-fiscal, micro-social. Maintenant, concernant la TVA, comment ça se passe? Donc voilà, je l'ai dit en introduction sur le statut. La micro, c'est simple sur le plan administratif, on n'a pas grand-chose à gérer et notamment, on n'a pas la TVA dans un premier temps. Mais ce temps béni de franchise de TVA ne dure pas éternellement et donc le seuil de chiffre d'affaires à respecter est de 36 500 euros. Et donc là, la règle est simple. Je suis assujetti à TVA à partir du 1er jour du mois de franchissement du seuil. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, mettons, là on est au mois d'août, pour quelques jours encore. Donc au mois d'août, j'ai 30 000 euros de chiffre d'affaires encaissé. Je facture mon client 10 000 euros. Ce client-là, je le facture sans la TVA parce qu'au moment où je fais ma facture, je suis toujours en franchise de TVA, je n'ai pas dépassé les seuils.
Donc, je facture le client 10 000 euros. Mon client me paie, disons, 15 septembre. Donc, au 15 septembre, j'aurai 40 000 euros de chiffre d'affaires encaissé. Je suis donc au-dessus du seuil de 36 500 euros. Et donc, si on suit la règle, je vais être assujetti à partir du premier jour du mois, donc du 1er septembre. Donc, le piège, il serait sur votre facturation entre le 1er et le 15 septembre. Puisque si je n'ai pas anticipé le fait que j'allais dépasser au 15 septembre, sur le mois de septembre, et donc si j'ai fait des factures sur ce laps de temps-là sans appliquer la TVA, je dois revenir sur ces factures et appliquer le taux de TVA qui convient, le faire payer à mon client. Donc voilà, il est là le piège sur la TVA, bien anticiper le mois de dépassement et si je sais que je vais dépasser sur le mois en question, mais commencer dès le premier jour du mois à facturer avec de la TVA. Et très concrètement, voilà, une fois que j'ai dépassé, je dois récupérer mon numéro de TVA intracommunautaire auprès des impôts et le faire figurer dans les mentions légales de vos factures. Forcément, appliquer le bon taux de TVA sur la facture. Donc là, vous aurez un montant hors taxe, derrière un montant de TVA avec le taux de TVA, et puis à la fin, une ligne avec un montant TTC, qui est l'addition du montant hors taxe et du montant de TVA, tout simplement. Donc voilà, vos factures vont changer un peu de forme puisqu'il va falloir faire apparaître un montant hors taxe, un montant de TVA et un montant TTC. Si vous avez un doute sur le taux de TVA, vous pouvez demander aux impôts, mais généralement, si vous faites de la prestation de service pour des clients français, vous devez appliquer un taux de 20%. Voilà. Si vous avez des clients étrangers ou européens, vous n'avez pas de TVA à appliquer. Par contre, vous avez des mentions spécifiques à mettre sur vos factures. Donc voilà, concernant la TVA, c'est peut-être un des plus gros écueils quand on est en micro. On a tendance à se focaliser juste sur le premier seuil là, de 72 500 euros, mais attention, voilà, les ennuis commencent dès que vous dépassez le seuil de TVA. L'administration va attendre des choses de vous. Donc, peut-être pour être très très complet sur la partie TVA, quand vous dépassez, vous allez basculer sur un régime qu'on appelle un régime simplifié de TVA, qui est un régime en fait qui s'appuie sur des déclarations semestrielles d'acompte, donc une en juillet, une en décembre, et une déclaration récap au mois d'avril, fin avril. Donc, quelqu'un qui dépasserait là le seuil de TVA, il aurait une déclaration d'acompte à faire en décembre et puis une déclaration de régularisation au mois d'avril. N+1. Et une fois que vous dépassez une année, derrière, vous restez en TVA. Ça ne revient pas à zéro tous les ans. Donc, si je dépasse là en 2021, au 1er janvier 2022, j'aurai encore à facturer mes clients avec de la TVA, faire les déclarations et tout le reste. Donc voilà, concernant la TVA et concernant la micro-entreprise, là je vais vous parler de l'entreprise individuelle aux frais réels, qui est la forme dans laquelle vous basculez quand vous dépassez les seuils. Donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on dépasse les seuils, on bascule aux frais réels. Et ce qui va changer réellement, c'est la base de votre imposition et des charges sociales. Donc on le voit sur le petit schéma en bas de slide. Là, fini l'abattement forfaitaire. En gros, on va prendre votre chiffre d'affaires et on va comptabiliser toutes les charges au réel. Donc, on va déduire les différentes charges sociales que vous payez et les frais déductibles. Donc, voilà, l'achat de l'ordi, les déplacements, les déjeuners du midi quand vous êtes en mission, les cadeaux clients, enfin bref, tout ce qui est lié à votre activité. Et donc là-dessus, le bénéfice, là-dessus va s'appliquer l'impôt sur le revenu, sur la partie fiscale et sur la partie sociale. C'est là-dessus que vous aurez à payer vos cotisations. Alors le taux de cotisation va changer, il va être de 45% à peu près, alors que tout à l'heure il était de 22%. Mais bon, la base est différente aussi. Là, c'est 45% du bénéfice. Donc le bénéfice sera bien sûr inférieur au niveau de chiffre d'affaires.
Donc voilà, ça se compense un peu. Certes, le taux est plus fort, mais la base sera plus faible. Et puis sur la partie sociale, comparativement à la micro, là, vous allez cotiser pour votre retraite complémentaire. C'est ce qui explique aussi le taux de cotisation un peu plus élevé. Sur l'aspect juridique, voilà, rien ne change par rapport à la micro, puisque vous restez en entreprise individuelle, c'est-à-dire en personne physique, donc pas de distinction de patrimoine. Donc, vos biens perso sont saisissables en cas de dette vis-à-vis de tiers, hors résidence principale. Là-dessus, pas de nouveauté. Point important, en entreprise individuelle aux frais réels, si vous n'avez pas un centre de gestion agréé ou si vous n'avez pas un expert comptable qui vous couvre sous son visa fiscal, pour l'impôt sur le revenu, vous serez majoré de 20%. Donc voilà, c'est dommage, payer 20% de plus d'impôts. Donc ouais, soyez vigilants, d'autant plus que c'est possiblement un piège dans la situation où vous êtes en micro et vous dépassez les seuils sans le savoir et vous vous réveillez un peu trop tard. Ah mince, j'ai reçu un courrier des impôts. En fait, je suis au réel, je suis plus en micro. Vite, il faut me trouver un expert comptable ou un centre de gestion pour éviter la majoration. Il faut savoir qu'il faut s'inscrire dans les 6 premiers mois de l'année pour être couvert sous le CGA, sur le centre de gestion ou sous le visa fiscal. Donc voilà, pour les retardataires, potentiellement, voilà, vous ne trouverez pas de centre de gestion ou d'expert comptable qui puisse vous inscrire sous son registre de visa fiscal. Et donc, vous payez, vous paierez la majoration de 20%. Enfin, vous serez imposé sur un bénéfice majoré de 20%. Donc voilà, ça c'est un des pièges en entreprise individuelle aux frais réels. Alors, les avantages et les inconvénients de ce statut, un peu comme pour la micro, sur les avantages, c'est un statut qui est assez simple dans la gestion. Et puis, si vous avez des modifications, une fermeture d'entreprise individuelle aux frais réels, ça ne coûte pas grand-chose. C'est des documents, c'est un document CERFA envoyé à l'URSSAF. Donc, il n'y a pas d'enregistrement à faire au niveau du greffe, donc ce qui fait que les démarches sont un peu plus simples. Point négatif, c'est un format qui est peu optimisable. Et très souvent, quand on est consultant en entreprise, c'est pas forcément le meilleur des statuts. Soit c'est la micro, soit ça va être directement les statuts société. Mais l'entreprise individuelle, pas forcément adapté, puisque voilà, tout simplement, si je me réfère au schéma comptable, hein, j'ai mon chiffre d'affaires, je déduis mes charges, et sur le bénéfice, je paie mon impôt sur le revenu et mes charges sociales. Donc la seule variable d'ajustement, ça va être mes charges, mes frais. Mais on est vite limité par le droit fiscal. On ne peut pas tout déduire en termes de frais. Donc, bon, une fois qu'on aura maximisé les frais à déduire et optimisé tout ça, bon, c'est bête et méchant, malheureusement, sur ce qui va rester. Je paie l'impôt sur le revenu, je paie mes charges sociales. Alors qu'on le verra sur les formats sociétés, on a plusieurs leviers d'action. On va pouvoir choisir de prendre de la rémunération ou des dividendes avec des taux d'impôt sur le revenu qui vont être différents. On peut déduire des charges. Enfin bref, on a voilà, plus d'optimisation possible et une maîtrise plus importante des choses sur les formats sociétés que là en entreprise individuelle. Donc voilà, petit aparté. Si vous êtes dans une situation de dépassement de seuil de micro, le mieux c'est d'anticiper et de l'année ou la deuxième année consécutive vous avez dépassé le seuil, voilà, d'anticiper, de fermer le statut de micro pour la fin d'année et de basculer sur un format société sans passer par la case entreprise individuelle. Voilà, et de le faire assez rapidement parce que malheureusement, si vous laissez courir les choses, mais pour les impôts, vous êtes en entreprise individuelle, donc il va vous falloir radier l'entreprise individuelle. Et bon, ça reste quelque chose d'administratif, donc les impôts vont attendre le CERFA, certes, qui est facile à envoyer auprès de l'URSSAF, mais ils vont vouloir aussi un bilan pour l'année clôturée, même si vous clôturez au bout d'un mois ou de 2 mois, les impôts vont attendre un bilan pour ce laps de temps-là.
Et le bilan, il faudra le payer malheureusement. Donc, soyez proactifs et n'attendez pas le dépassement de seuil, mais déjà sur l'année de dépassement, prenez les devants et clôturez la micro pour basculer sur un format société avant le 1er janvier de l'année qui suit, quoi. Donc, voilà pour cette partie-là, micro-entreprise. Je vous laisse poser vos questions directement dans le bon onglet. Hop, on y reviendra avec Fanny. En attendant, moi, je vais vous parler de Number un peu plus en détail de ce qu'on fait pour accompagner les freelances. Alors, il y a toute une partie liée à la création de société. Donc, bon, ça concerne pas les micro-entrepreneurs, mais si vous êtes dans une situation de dépassement de seuil en micro et puis d'obligation de création de société, bon, voilà comment ça se présente et voilà comment on accompagne. On vous accompagne déjà sur le choix de la forme juridique, sur un rendez-vous conseil gratuit. Donc, on vous reçoit dans nos locaux. On peut faire ça en visio, en distance aussi, à distance. Donc, on vous aide à choisir la forme juridique. Derrière, on rédige les statuts. Une fois qu'on est d'accord mutuellement sur les statuts, on vous fait déposer le capital social auprès d'un notaire. Le notaire nous donne une attestation de dépôt des fonds. Et avec cette attestation, on va constituer le dossier pour le greffe qu'on va vous faire signer en dématérialisé, en signature électronique. Et puis, on envoie le dossier au greffe. Et là, il faut compter un délai de traitement du greffe d'1 semaine pour avoir le cabis. Donc voilà, nous on fait tout de A à Z, rédaction des statuts, dépôt de capital, constitution du dossier et suivi jusqu'au cabis. Vous signez tous les documents à distance, vous nous donnez les éléments nécessaires, mais c'est plutôt simple sur la créa. Il faut un justificatif de domicile de moins de 3 mois, une copie de la carte d'identité. Donc bon, c'est assez rapide à fournir. Et vous n'avez pas grand-chose à faire. Et même, on prend en charge les frais d'enregistrement au greffe et d'annonce légale. Donc, c'est une enveloppe à peu près de 200 € qu'on va payer pour vous. Donc, c'est au-delà de l'accompagnement purement administratif. On va payer pour vous les frais de greffe et d'annonce légale. Donc, ça vous fait une création de société qui est gratuite à 100% avec les frais de tiers inclus, ce qui est très, très rare. Et puis, bon, une fois que la création sera réalisée, derrière, bon, on est un cabinet d'expertise comptable, donc on va réaliser toutes les formalités fiscales et sociales obligatoires, donc les différentes déclarations, TVA, CFE, bien sûr, le bilan de fin d'année avec le dépôt de l'alias fiscal aux impôts et l'accompagnement va être fait sur un modèle hybride dans le sens où il y a une partie qui va s'appuyer sur des applications dématérialisées. Donc, c'est les applications de Time, donc 2 applications, Time Account, Time Invoice. Time Invoice permet de gérer sa facturation. Donc, vous pouvez faire des devis, transformer les devis en factures et avoir le suivi en temps réel de ce que vous avez facturé, ce qui a été encaissé client par client et donc ce qu'il va vous falloir relancer en cas d'impayé. Pour Time Accounts, là, vous allez suivre le détail des frais avancés, des notes de frais également que vous allez réaliser pour votre société. Et donc, ainsi suivre le détail de ce que vous êtes déjà remboursé ou non. Et dernier point, on met à disposition de nos clients un compte professionnel qu'on a appelé Time Business. Donc, grâce à Time, voilà, vous avez vos applications de gestion et le compte professionnel et qui est directement inclus en fait dans l'accompagnement avec Number. Donc, ça vous fait l'économie d'un compte pro. Et ce qui est sympa, c'est qu'avec les applications, il y a pas mal d'interactions qui vous facilitent la vie liées à Time Business. Par exemple, je fais des notes de frais, je les rentre dans l'application. Puis, si j'utilise le bon tag de notes de frais, l'application va pouvoir me suggérer avec des notifications, des remboursements de notes de frais.
Et donc, j'aurais juste en deux coups de doigt, bim boum, me faire l'opération de remboursement. Pareil, si je suis par exemple en SASU et que j'ai des fiches de paye, l'application Time Accounts avec Time Business va me donner une notification avec le montant net de la rémunération que je vais pouvoir me virer. Et donc là aussi, grâce à la notif, bam boum, en deux coups de doigt, je me fais le virement et c'est très très simple et assez ergonomique. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir créé un package tout compris avec les applications de gestion et au-delà de ça, derrière les conseils, l'accompagnement avec un interlocuteur dédié, voilà, disponible par mail, par téléphone, en rendez-vous physique dans nos différents bureaux pour lever toutes les interrogations que vous pouvez avoir et au-delà de vos interrogations, vous accompagner sur les arbitrages à faire en termes de frais déductibles, en termes de stratégie de rémunération, de dividendes. C'est des choses que nous voyons avec vous et sur lesquelles nous vous conseillons au quotidien. Donc, si vous avez des questions sur notre accompagnement comptable ou si vous voulez en savoir plus, avoir une ordre d'idée des prix ou si vous avez besoin d'un rendez-vous conseil pour la création de votre future société, et je le répète, ce rendez-vous conseil est gratuit et sans engagement de durée. Je vais vous faire suivre le lien vers notre page contact. Dites bien que vous venez de la part de Malte, puisque grâce au partenariat tissé avec Malte, vous avez droit à 2 mois d'accompagnement offert. Donc, en plus de la créa qui est 100% offerte, vous avez les 2 premiers mois d'accompagnement comptable qui le sont également. Mais pour ça, il faut dire que vous venez de la part de Malte. Donc voilà, cette petite aparté un peu commerciale. On va revenir maintenant sur vos différentes questions. Merci Laurent. Alors, on a reçu pas mal de questions sur le chat, donc n'hésitez pas à les rebasculer si jamais Laurent n'a pas eu le temps d'y répondre pendant la présentation sur l'onglet questions. Et du coup, on va commencer par les premières questions qu'on a reçues tout à l'heure. Donc, peut-être que tu as pu répondre, mais je pense que c'est pas mal quand même si jamais il y a certaines choses qui ne sont pas claires. Alors, il y a Nicolas qui nous demande, la création de ma micro-entreprise entraîne-t-elle dans un premier temps un délai limite pour réaliser le premier euro de chiffre d'affaires? Ça, c'est la première partie de la question. Alors non, il n'y a pas de délai limite pour réaliser son chiffre d'affaires quand on crée sa micro. Et pas de coût non plus, j'anticipe, Fanny. Ouais. En micro, tant que vous ne réalisez pas de chiffre d'affaires, donc vous déclarez 0 €, enfin vous déclarez rien sur le portail, et donc pas de charge sociale à payer. Par contre, au bout de la 2e année, vous aurez la CFE, la contribution foncière des entreprises à payer. Mais il y a possibilité de la faire sauter, de demander aux impôts de l'annuler en stipulant en attestant que vous travaillez sur un coin de table, un coin de bureau, et donc il n'y a pas de CFE à payer. Mais il faut être proactif et faire la demande. Très bien. Et donc, la dernière partie de question, c'est est-ce qu'il y a un inconvénient à créer sa micro-entreprise quand on n'est pas prêt à se lancer dans son activité tout de suite? Ou est-ce qu'il faut attendre le dernier moment pour la créer? Non, soit ça dépend, on ne la crée pas trop en anticipation. Mais non, soit vu que tant qu'il n'y a pas de CA encaissé, il n'y a rien à payer, vous risquez rien à le faire. Par contre, si je prends la question dans un autre sens, si vous n'avez plus d'activité du tout, si vous avez eu une micro, vous avez généré un peu de chiffre, vous avez travaillé un peu dessus, mais voilà, la micro est un peu en sommeil, vous avez abandonné votre activité freelance. Là, moi, je vous conseille de fermer la micro parce que vous aurez chaque année la CFE à payer, à déclarer. Donc, ça peut être assez pénalisant. Donc, dans le sens inverse, voilà, si vous stoppez l'activité sur une micro que vous avez déjà créée, mon conseil, c'est de la fermer, de ne pas trop laisser traîner les choses. On a une question de Bilal. Le seuil pour l'ACRE est de 61 400 sur le chiffre d'affaires ou bien sur le bénéfice? Non, ça, c'est le chiffre d'affaires.
En micro-entreprise, on parle, la base de tout, c'est le chiffre d'affaires. Le bénéfice, voilà, ça n'existe pas puisque le bénéfice, c'est quand on déduit ses charges au réel. Et donc voilà, les 61 400 euros que je vous ai donnés, c'est le montant qui est calculé en fonction du taux d'abattement des 34%. Donc Merci voilà, donc beaucoup. c'est le montant de chiffre d'affaires encaissé, les 61 400 euros. On a une question de Vincent. Le revenu imposable et le chiffre d'affaires avant, enfin, est-ce que c'est le chiffre d'affaires avant cotisation sociale? En gros, si j'ai 70 000 euros de chiffre d'affaires, donc 15 400 de charges sociales, est-ce que le revenu sur lequel se fait l'abattement avant imposition sera de 70 000 euros ou de 54 000 euros 600? Non, le revenu sur lequel est fait l'abattement, c'est les 70 000. C'est pour ça que quand j'ai voulu vous expliquer un peu le système d'abattement, et dans les 34%, on peut dissocier deux choses. En fait, dans ces 34%, il y a 22% de ces 34% qui viennent neutraliser, en gros, les charges sociales. Et donc, le reste, les 12%, viennent neutraliser les différents frais. Quand on additionne les deux, on retombe sur le 34. Et donc, voilà, comment dire, la base sur laquelle s'applique l'abattement, c'est le montant de chiffre d'affaires encaissé. D'ailleurs, au moment de votre déclaration, si je vais un peu plus loin que la question, mais au moment de votre déclaration, vous déclarez le montant de CA encaissé. Ce n'est pas à vous de faire directement l'abattement. Vous vous mettez bien dans la bonne case, mais si vous remplissez bien dans la bonne case vos revenus micro, c'est directement les impôts qui vont calculer l'abattement. Donc, c'est pas à vous de directement calculer, de mettre le montant après abattement sur la déclaration. Vous mettez le montant global du chiffre d'affaires encaissé. Alors, on a une question sur la maison des artistes. Donc ça, c'était Tristan. Pour ceux qui sont éligibles au statut maison des artistes, est-ce qu'il faut être accompagné d'un comptable? Et est-ce que chez Number, vous proposez cet accompagnement? Alors, pour bien différencier les différentes choses, donc maison des artistes, peut-être que ça parle pas à tout le monde, maison des artistes ou AGSA, qui maintenant sont regroupés sous le nom de protection sociale des artistes auteurs. Donc c'est comme le nom l'indique, c'est la protection dédiée aux artistes auteurs. Donc des gens qui facturent des droits d'auteur. Okay, donc tout le monde n'y a pas accès. Cette partie-là de la protection sociale des artistes auteurs, ça ne concerne que la partie sociale. Donc si je me remets sur les slides, voilà. En gros, ça remplace la partie micro-sociale. Okay, si vous êtes à la maison des artistes ou à la protection sociale des artistes auteurs tout en étant en micro, en fait, sur le plan micro-fiscal, vous avez ce système-là d'abattement. Ça ne change pas. Ce qui va changer simplement, c'est la partie sociale. Donc, au lieu d'être à la sécurité sociale des indépendants, vous serez à la protection sociale des artistes auteurs. Et donc là, ça nécessite des déclarations un peu différentes, parce que vous n'aurez pas à payer vos cotisations auprès de l'URSSAF sur le portail auto-entrepreneur/URSSAF. Vous aurez à payer vos cotisations directement auprès de la protection sociale des artistes auteurs. Et donc, ça, c'est géré par l'URSSAF Limousin. Voilà. Et donc, c'est vraiment dans l'appréhension du statut artiste-auteur. En gros, il faut bien différencier l'aspect fiscal et l'aspect social. Sur le plan fiscal, si vous êtes maison des artistes en micro, c'est ce système-là qui s'applique. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'expert comptable, puisque j'ai juste à déclarer mon chiffre d'affaires encaissé. Il n'y a pas de grosse complexité. Et donc, ça, vous le déclarez juste aux impôts. Et pas sur le site auto-entrepreneur/URSSAF, puisque vous, en tant qu'artiste-auteur, vous avez une protection sociale différente avec des déclarations différentes pour payer vos cotisations. Donc, vous, tout est à gérer depuis le portail de la protection sociale des artistes-auteurs. Et donc, voilà, ça, tant que vous êtes en micro, logiquement,
Il n'y a pas besoin d'expert comptable. Après, si vous n'êtes plus en micro et vous êtes sur un format aux frais réels, là, c'est conseillé d'être accompagné par un expert comptable. Et malheureusement, non, sur Number, on n'accompagne plus les artistes-auteurs, parce que ça demande sur la partie protection sociale des déclarations un peu différentes qui sortaient un peu du cadre de ce que l'on faisait. Donc voilà, malheureusement. Mais il y a des experts comptables spécialisés artistes-auteurs. Voilà, vous pourrez en trouver, j'en ai pas en tête comme ça, mais je sais que ça existe. Et c'est plutôt bien d'être accompagné par ce genre d'experts comptables parce qu'ils connaissent votre situation. Ils ont l'habitude de gérer avec l'URSSAF Limousin et ça peut faire gagner pas mal de temps. Et on va prendre une dernière question avant de switcher sur le prochain webinaire. D'ailleurs, je vous partage tout de suite le lien si vous êtes intéressé pour nous rejoindre à 11 h pour le webinaire sur les sociétés, les entreprises individuelles. Donc, il vous suffit là sur le lien que je vous envoie sur le chat de vous inscrire et de nous rejoindre dans 4 minutes. Et donc, on avait une dernière question. En fait, est-ce que tu peux parler un petit peu du portage salarial versus l'auto-entreprise, enfin la micro-entreprise? Est-ce que tu as des informations sur les avantages et les inconvénients ou compliqué de répondre à ça? Alors, je peux présenter les deux modèles. En gros, le portage salarial, vous êtes salarié de la boîte de portage. Donc, la boîte de portage, en fait, va transformer votre chiffre d'affaires en fiche de paye de salarié. Donc, pour ça, elle va prendre sa commission et du coup, avec une fiche de paye de salarié, vous allez payer les cotisations sociales d'un salarié. C'est-à-dire que par rapport au net que vous allez toucher, il faut en gros compter x2 avec les charges salariales et les charges patronales. Donc, financièrement, c'est pas forcément la meilleure solution. Sur le plan administratif, bon, la micro, c'est simple, mais là aussi, c'est plutôt simple puisque la boîte de portage fait tout pour vous. Mais voilà, financièrement, vous allez peut-être vous y retrouver un peu moins que si vous avez votre propre structure, donc notamment la micro-entreprise, où là, vous allez payer peu de charges sociales comparé aux charges sociales que vous devez payer en portage salarial avec la fiche de paye de salarié. Mais bon, après, c'est un autre modèle puisque en tant que salarié, vous avez la protection sociale d'un salarié et donc pas celle d'un micro-entrepreneur. Mais voilà, si on compare juste l'aspect financier, c'est souvent plus intéressant la micro comparativement au portage. Mais bon, c'est peut-être pas forcément le seul critère à prendre en compte. Une dernière question qui vient d'arriver de Quentin. Est-ce que les 22% de charges sociales pour la micro-entreprise, ça intègre la cotisation chômage? Non, 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 non. Faut savoir que quand vous êtes freelance avec votre propre structure, que ce soit micro, entreprise individuelle aux frais réels ou les formats sociétés qu'on verra tout à l'heure, vous ne cotisez pas pour le chômage. Donc, vous n'aurez pas de droit au chômage en tant que freelance. Alors, ça peut possiblement changer. C'est un des sujets un peu touchy. Je sais qu'il y a un gros lobbying sur le sujet. Donc, voilà, ça a déjà changé au début du quinquennat de notre président actuel, puisque bon, vous avez droit à une couverture chômage, mais c'est quand même assez limité. C'est sur les 6 premiers mois d'activité et c'est limité à, je crois, 800 euros. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Et c'est sous condition de fermeture de votre entreprise pour des raisons financières. Si vous fermez par vous-même parce que vous voulez faire autre chose, vous ne pourrez pas bénéficier de cette couverture-là. Donc, pour l'instant, il y a un dispositif qui existe, qui a besoin d'exister, mais qui est plutôt limité. Mais à voir dans les prochaines années pour que cela change. Merci Laurent. Il est 59, on va se connecter sur le prochain webinaire. Donc, j'ai vu qu'il y avait de nouveaux inscrits, donc tout de suite pour ceux qui nous rejoignent dans quelques secondes. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci Laurent. Et puis, tout de suite pour la session sur les sociétés. Bonne journée à tous. Merci Fanny, à tout de suite. À tout de suite.